L'enregistrement est maintenant lancé. Donc, bonsoir tout le monde, ravi de vous recevoir pour cet happy hour consacré à l'art de se rendre visible et de se faire recruter. Donc, on accueille Sandra et Florian. On va faire la petite présentation en bonne et due forme dans la foulée. Et donc, vous êtes en direct de la station F. C'est ça. C'est notre lieu de travail, la station F. Bah, c'est un lieu éminemment sympathique. On avait déjà parlé on avait parlé manger la dernière fois, et nourriture en tout cas, avec la pizzeria à côté. Voilà. Exactement, la Felicita, pour ceux qui connaissent. Ils ont réglé leur problème de file d'attente parce qu'il y a un moment, l'attente était vraiment très longue. Pas du tout. Bon. Pas du tout, c'est toujours aussi long. Bon, c'est bon, mais ça se mérite. Alors, voilà. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Audrey nous a prévu un icebreaker. En général, moi, c'est ça que j'aime bien vous demander où vous êtes le temps de faire arriver les derniers. Et donc là, Audrey nous a prévu les emojis. Voilà, postez l'emoji qui représente vos émotions en situation de recherche d'emploi. Et tu recherches un emploi, Audrey? Préviens-moi, hein. Audrey est dans l'équipe, donc c'est une manière singulière de me prévenir que. En direct. Non mais Audrey. Moi je suis pas prêt à ce que tu partes maintenant. Et puis sinon, où vous êtes, parce qu'en fait, en général, c'est Clémence, Mathieu, et oui. Nicolas, bah voilà, vous jouez le jeu, donc plutôt. En même temps, si vous étiez en mode très détente, et puis vous seriez moins intéressé par ce qu'on va vous raconter ce soir. Ce qu'il y a de singulier dans ce qu'on va raconter ce soir, c'est qu'on est du point de vue du recruteur. C'est Florian qui voit arriver les piles de CV et qui sélectionne. Il va nous dire comment il sélectionne, la méthode du doigt mouillé, à la hache, à la serpe, le premier qui arrive, en fonction de l'heure de son café. En tout cas, voilà les astuces. Et donc, cet happy hour s'inscrit dans la série qu'on a sur le recrutement. Mais là, ce qui est vraiment intéressant, c'est le point de vue de l'autre côté de la chaîne. Parce que parfois, on fantasme. En tout cas, on n'a pas de son ou pas d'image, ou pas toujours. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a envoyé le CV? Pourquoi on ne nous répond pas? Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du recruteur? Et comment on se démarque? Donc, c'est en ça, l'angle est très intéressant parce que vous voyez passer beaucoup de CV et c'est votre métier. Et c'est pour ça qu'on trouvait très intéressant de passer un moment avec vous. Et puis, c'est l'occasion aussi de connaître Cherry Pick un petit peu plus, parce que tout le monde ne vous connaît pas encore. Et donc là, il est 18h04, donc je vais commencer gentiment. Merci d'avoir joué le jeu de l'Icebreaker. Et puis, je lance tranquillement la présentation. Donc, l'Happy Hours, voilà, les gens qui sont là, vous connaissez a priori comment ça se goupille. C'est 1 heure de webinaire, vraiment en mode détendu, assez informel, vu l'heure, ça s'y prête. Un webinaire de culture tech et reconversion professionnelle pour notre communauté et alumni et apprenants actuels chez O'Clock, et puis les gens qui s'intéressent plus globalement à ce que fait O'Clock, donc culture tech principalement, et reconversion pro. Quelques mots, et même si vous n'êtes pas venu pour ça, on va vous imposer le passage obligé de O'Clock. Qu'est-ce que c'est? Organisme de formation spécialisé dans la reconversion professionnelle dans les métiers de la tech et du numérique. On a 2 grosses filières, une sur le développement à partir de Bac+2 et une autre sur la partie cyber et réseau. On fait tout à distance, mais en téléprésentiel. Donc les cours sont en synchrone. On commence à 9h, on finit à 17h. Et c'est notre particularité. Donc, on forme à peu près 1500 personnes par an en format intensif, surtout sur des titres professionnels. Et puis, avec quelques surprises pour la rentrée. Si vous voulez connaître l'intégralité de notre portefeuille de formation, il y a des formations courtes aussi qu'on lance. Le site est bien fait. Allez sur le site. C'était la minute promotion, autopromotion. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Sandra et
Florian qui vont parler un peu plus. Ils ont une planche ensuite plus détaillée. Mais Sandra qui est Head of Marketing de Cherrypick et Florian qui est Tech Recruiter Data chez Cherrypick. Et moi, depuis la semaine dernière, ça n'a pas changé. Je suis toujours le patron de Clock, mais je ne parlerai pas. C'est pas moi qui cause ce soir, sauf pour l'introduction. Le fonctionnement de BBB, c'est la plateforme qu'on utilise aussi pour les cours. C'est d'abord une plateforme de classe virtuelle, open source, qu'on utilise depuis début juillet. Le chat, c'est à gauche. Je pense que tout le monde a à peu près compris. Le plus dur, c'est de rentrer dans la salle. Une fois que vous êtes dans la salle, ça se passe tout seul. Donc, voilà le mode d'emploi. Et ensuite, un peu d'annonce. N'hésitez pas vraiment à réserver votre jeudi prochain, où on aura Aline qui interviendra sur le sujet du mythe du talent et la question de l'apprendre à apprendre. C'est très important dans le métier de la tech pour rester au taquet, d'être dans la veille technologique. Il y a un sujet de est-ce que le talent est inné ou pas. Et Pauline s'appuiera notamment sur son parcours, issue elle aussi d'une reconversion. Et elle a développé toute une réflexion sur le apprendre à apprendre, spécialement dans la tech. Et je vous encourage vraiment à venir, ce sera super aussi. Voilà pour la présentation. Et je passe la main à... Alors, je vous l'ajuste. Je vous passe... Voilà, on change de presse. Et c'est à vous dans quelques secondes. Hop, je vous laisse intervenir, mais je vous donne la main sur la presse, ce sera plus pratique pour... Ok, bon bah c'est parti. Bah, je te laisse te présenter en premier. Oui, je vais me présenter. Enchantée tout le monde, merci beaucoup d'être là. Moi, mon rôle au sein de Cherrypick, en réalité, c'est plus Florian qui va vous apporter les bonnes informations, mais c'est de m'occuper de la communication et du marketing. Mais il y a quand même des choses qui peuvent vous intéresser, donc je vous invite, Flo va réexpliquer un peu ce qu'est Cherrypick à la fin, mais je vous invite à aller consulter notre blog. On fait aussi pas mal de webinars sur des sujets tech, des sujets de freelance. Enfin voilà, on couvre quand même pas mal d'informations sur le début de l'activité, sur tous les statuts qui sont possibles. Donc, je vous invite à aller consulter le blog Cherrypick et je vais laisser Florian un peu dérouler le sujet du recrutement. Eh ben, c'est parti. Bonsoir à tous. Du coup, comme on le disait, l'idée aujourd'hui, c'est que je puisse vous partager un peu moi mon expérience côté recrutement, pour que vous puissiez mieux vous positionner face à des recruteurs, puisque je me suis vachement rendu compte que souvent on a une image qui est un peu faussée de ce qui est attendu par la personne en face, et ça aide pas. Ça aide pas, puisqu'on a beaucoup de fausses interprétations et ça peut décourager un peu dans une recherche d'emploi. Je voyais pas mal de smileys un peu pleurs tout à l'heure. Donc l'idée, c'est de vous présenter un petit peu le fonctionnement pour un recruteur de tout ce process-là, et puis ça va vous aider, je pense, à vous positionner pour mettre en avant ce que vous avez envie de mettre en avant, essayer d'obtenir les boulots qui vous intéressent vraiment. Donc, je vais commencer par me présenter rapidement. Moi, je suis recruteur, donc je m'occupe en fait de la communauté data de Cherrypick aujourd'hui. Mais mon parcours, ça fait 3 ans à peu près que je travaille dans le recrutement. J'ai d'abord bossé dans des cabinets de conseil. Et dans les cabinets de conseil, j'ai eu l'occasion de recruter beaucoup de profils dans l'IT, dans l'informatique, assez larges, et aussi des profils de commerciaux, de recruteurs, donc des profils plus internes à une société. Donc, je sais un peu comment ça se passe au niveau du recrutement en CDI, quand on cherche un boulot dans une société. Et puis aussi, je suis très spécialisé sur tout ce qui va être recrutement d'ingénieurs informatiques pour des missions de prestation. Donc, en gros, c'est des grands comptes qui ont besoin d'un ingénieur pour un projet, pour une durée de temps donnée, et qui vont solliciter une société de conseil. Et après, ça peut prendre plusieurs formes, soit une boîte de conseil classique, soit une start-up comme la nôtre, qui est travaillant uniquement avec des indépendants. Et donc, aujourd'hui, nous, Cherrypick, ce qu'on fait, c'est qu'on réunit des bases de consultants qui s'inscrivent sur notre plateforme. Aujourd'hui, on a environ 40 000 freelances qui sont inscrits et qui sont toujours ouverts à ce qu'on leur propose de nouvelles missions. Et l'idée, c'est pour moi de trouver le bon consultant pour le projet dont nous a fait part notre client. Les clients, c'est hyper varié. Ça peut être des grandes entreprises dans l'énergie, dans la banque, l'assurance, dans les médias, dans le retail. On voit de tout. Du moment qu'il y a un service informatique assez construit avec un budget et des projets, il y a forcément de la prestation.
tout simplement parce que c'est plus pratique pour eux de passer par des consultants experts d'un sujet et une fois le projet terminé, de ne pas avoir à les garder en CDI et leur proposer autre chose. Ça leur permet d'inclure le coût humain dans leur projet. Et puis, si le projet tombe à l'eau, faute de budget, ils n'ont pas des personnes en CDI à devoir licencier ou à devoir replacer sur un projet où ils sont moins experts. Donc, nous, on entre là-dedans parce que notre rôle, c'est justement pour les freelances de les aider à trouver plus rapidement des missions et toujours avoir du boulot. Et puis, les cabinets de conseil plus classiques vont avoir ce rôle de recruter quelqu'un en CDI, donc de lui apporter une sécurité, y compris quand il n'a pas de mission chez un client, et de l'envoyer travailler chez différents clients. C'est une approche qui est un peu différente. Je vais pouvoir parler des deux, mais même des trois, puisqu'on peut aussi travailler en interne directement en CDI chez ces grandes entreprises. Je vais pouvoir parler un peu des petites spécificités qu'il y a à ces types de recrutement-là. Mais globalement, il faut trouver ce qui nous plaît et aller dans la direction qui correspond. Souvent, ce que font les profils un peu juniors, c'est de se diriger vers des cabinets de conseil parce que ça leur permet de se faire la main, d'aller faire 1, 2, 3 missions dans des contextes techniques variés et donc de bien monter en compétences avant de se mettre en freelance en tant qu'indépendant et de vendre leurs compétences durement acquises. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de commencer par parler un petit peu de comment on optimise son CV et aussi comment on optimise son compte LinkedIn. Le but, c'est de se rendre visible parce qu'en fait, en réalité, dans les métiers de l'IT ou ailleurs, souvent, on aura plus de chance si c'est le recruteur qui vient nous chercher que si c'est nous qui postulons. Mais ça permet aussi de bien orienter son CV quand on veut être recruté à une annonce à laquelle on postule. Ensuite, je vais faire une petite explication de comment vendre son expérience au mieux quand on est dans un entretien, dans un échange avec les personnes avec qui on va travailler derrière. Un petit tour sur l'aspect business, rémunération, comment ça se passe, comment on négocie. Et après, je vous ferai un petit tour sur ce qu'on fait concrètement et comment on peut vous aider à trouver des missions. Donc, on peut y aller, je pense, sur la partie qui souvent intéresse beaucoup de comment on fait un CV solide. Moi, je pense que déjà, ça dépend des types de métiers. Il y a des métiers où on est plus sur des postes de commerciaux ou des postes globalement légers en contenu sur un CV, mais c'est toujours préférable, quand on travaille dans l'informatique notamment, de se baser plutôt sur un dossier de compétences. Le CV, une page, ça peut être bien sur certains métiers où on fait de la communication ou autre, mais très vite, ça atteint ses limites parce que ça ne permet pas de détailler réellement ce qu'on a fait. Et donc, ça ne permet pas d'amener les expériences qu'on veut et de les expliquer. En quoi le dossier de compétences il est intéressant, c'est que du coup, moi, quand je cherche des CV, je vais prendre un exemple. Si un de mes clients vient me solliciter parce qu'il est à la recherche d'un développeur qui maîtrise le langage de programmation Java, qui a une expérience de 3 ans et qui va avoir des connaissances sur quelques technos un peu rares et dans des environnements cloud, par exemple, c'est souvent très détaillé. Si je me retrouve face à un CV, une page, où je vois marqué développeur Java, développement de logiciels, développement d'API, et que c'est tout, et qu'ensuite je passe à l'expérience suivante, je ne vais jamais avoir le niveau de détail nécessaire qui va me permettre de savoir, OK, c'est ce profil-là qui colle, parce que ce profil-là, il a travaillé dans des contextes similaires, il a des connaissances sur les technos qui sont des prérequis, et en fait, on manque de temps. Donc, en gros, dans le processus, on va recevoir un besoin du client, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir des mots-clés. Ces mots-clés, ça va nous permettre de faire ressortir les CV, les dossiers de compétences qu'on va rechercher, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur des plateformes où vous pouvez poser vos CV, ça peut être Apex, ça peut être HelloWork pour des premiers CDI, ça peut être Freework qui est spécialisé sur le freelance, ça peut être Indeed ou n'importe quelle autre plateforme. En fait, on peut pas taper juste un titre de poste parce qu'on se retrouve avec 2000 CV et il faut qu'on trie. Et donc, on va marcher vraiment aux mots-clés. Et les mots-clés, c'est ce qui permet de faire ressortir un CV parce que c'est tout simple, c'est au nombre d'occurrences. Donc, en réalité, il y a beaucoup de recruteurs qui travaillent au CTRL F. CTRL F, ces mots-clés, on regarde un petit peu combien de fois ça ressort, dans quel contexte. Et c'est pour ça que je pense que le dossier de compétences, quand on travaille dans l'informatique, ça devient, après la première mission, un prérequis parce que sinon, on n'a pas la place de vraiment détailler ses expériences. Détailler ses expériences, ça permet de spécialiser, d'orienter son CV, de montrer ce qu'on sait faire. Donc, toujours dossier de compétences et toujours se mettre à la place du recruteur en se disant « Ok, moi, ce que je sais faire, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est tel type de métier, tel type de techno. Donc, je veux mettre mon CV en avant pour qu'on me propose ce genre de mission-là. C'est cette expertise-là que je veux mettre en avant. Et donc, faire en fait sa liste de mots-clés dans le sens inverse. Moi, la mission qui m'intéresse,
il y aurait ce mot-clé-là parce que je fais du Java, donc je vais mettre du Java. Il y aurait ce mot-clé-là parce que j'aime bien travailler sur, je sais pas moi, du temps réel avec Kafka. Il y a plein de petits mots-clés comme ça. Et ensuite, essayer de les glisser avec un certain nombre d'occurrences dans son CV. Donc ça, c'est un point qui est important. Travailler un dossier de compétences, donc avec les mots-clés qui sont vraiment essentiels à la recherche de CV pour un recruteur. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord trier, donc on va se retrouver souvent sur des applications, on en utilise plusieurs, qui nous permettent, en fait, c'est des genres de job boards qui nous permettent d'accéder à des tas de CV, et on va les trier comme ça. Donc, je pense que dans l'IT, il y a plusieurs, je vais prendre cet exemple du coup, est-ce qu'on travaille en CDI en interne, est-ce qu'on travaille sur une mission avec une société de consulting ou est-ce qu'on est freelance? Il y a plusieurs approches sur cette gestion des mots-clés. En fait, l'idée, c'est est-ce qu'on est polyvalent ou est-ce qu'on est spécialisé? Je pense qu'aujourd'hui, les freelances, parce que c'est ce que je connais le mieux, sont toujours spécialisés. Quand on travaille en tant qu'indépendant, l'objectif, c'est d'être une entreprise et de vendre un service. Donc, globalement, le service, ça peut être réaliser un projet de migration, ça peut être développer un software. Le client, il n'attend pas comme avec un CDI qu'on monte en compétences, qu'on apprenne des choses au fur et à mesure de la mission. Et moi, j'ai tout le temps cette phrase de « Ah oui, je ne sais pas faire ça, mais j'apprends vite ». Et pour les freelances, ça marche moyen. Ça marche moyen parce que le client, ce qu'il veut, c'est quelqu'un d'opérationnel tout de suite. C'est quelqu'un qui va prendre en main son environnement technique rapidement. Et donc, moi, pour tous ces métiers où on a un projet précis à réaliser, je conseillerais d'essayer de spécialiser son CV, quitte à en faire plusieurs et à en mettre plusieurs sur ces différents job boards. Ça va permettre de ne pas être disqualifié d'office. Parce qu'on peut être un très très bon développeur, mais parce qu'on a un CV trop général, il y aura toujours un mec plus précis que nous, peu importe la mission, alors qu'on est meilleur que lui pour toutes les missions en question. Donc en fait, c'est un peu l'idée de renoncer à certains types de missions et faire un choix de mots-clés qui nous correspondent sur notre vraie expertise. On va se spécialiser, ce qui n'empêchera pas de recevoir des appels par rapport à d'autres choses ou de mettre un peu d'autres mots-clés. Mais globalement, il faut qu'il y ait une trajectoire sur le CV, une ligne directrice et qu'on comprenne. Ça, moi, je le mettrais vraiment en avant, d'autant plus pour les profils un peu seniors qui recherchent des missions en freelance. Quand on cherche un CDI ou qu'on est sur une première expérience, c'est plus difficile de mettre en avant une expertise. Déjà, soit parce qu'on ne l'a pas, soit parce qu'on cherche des profils qui vont devoir durer dans le temps. Un cabinet de conseil, ils vont chercher quelqu'un, oui, pour une première mission, mais après, la personne, ils la payent tant qu'ils ne l'ont pas replacé ailleurs. Et donc, il faut arriver à retranscrire plutôt un niveau général de compétences. Et donc là, ce que je pense être le plus important, c'est de mettre en valeur les projets sur lesquels on a travaillé. Globalement, même pour un alternant qui aurait fait 2 ans d'alternance et qui aurait travaillé sur des sujets, réussir à montrer que c'était un projet qui était hyper important pour la boîte dans laquelle on a travaillé, qu'on a vraiment apporté de la valeur et qu'on a touché à plusieurs choses sur son profil, qui a des compétences et qui peut s'adapter à des projets assez importants, assez forts, qui sont en fait critiques pour l'entreprise. Et du coup, là, ça peut valoir le coup de mettre des mots-clés un peu plus généraux et de mettre des mots-clés qui touchent un peu à tous les sujets. Je partais du principe du développement. Là où on va spécialiser son CV, ça va être vraiment avec des technos très précises qui sont assez rares. Là où on va pouvoir faire un CV plus généraliste, ça va être de montrer qu'on a une compréhension à travers la présentation de tout le projet. Une vision qui n'est pas opérationnelle, par exemple. De quelqu'un qui n'est pas là à dire « bon, j'ai fait de la conception, j'ai pris des tickets, tous les jours on m'a dit tu développes ça et j'ai développé ça ». Ça, souvent, ça va être un peu plus inquiétant pour des missions long terme où on va devoir s'adapter à différents contextes. Et c'est bien de montrer qu'on a compris pourquoi on faisait les choses, qu'on avait cette curiosité de toujours monter en compétences, de toujours faire mieux et d'apprendre plein de contextes. Et donc ça peut se traduire par une meilleure description des projets, au lieu de juste se focaliser sur envoyer plein de mots-clés sur les technos très précises. Voilà un petit peu l'idée du CV. Et je pense qu'il y a un point qui est important aussi, parce que mine de rien, c'est quelque chose qui ressort très souvent, c'est d'éviter les trous dans le CV. Je ne donnerai pas le conseil de... En fait, ce que je ferais, moi, si personnellement j'avais 6 mois où je n'avais pas travaillé, ce serait de décrire mes expériences juste en mettant les années au lieu de mettre les mois et les dates. C'est une façon de ne pas mentir, mais c'est une façon de flouter un peu le truc parce qu'en fait, il y a beaucoup de recruteurs qui prennent peur s'ils voient que quelqu'un n'a pas travaillé pendant 6 mois. C'est bête, hein, parce que des fois, il y a des mecs qui sont très bons, qui sont partis en vacances ou qui ont fait
qui ont fait un projet perso ou ci ou là, mais on se retrouve souvent avec ce truc de ah, mais en fait, il ne travaille pas depuis 6 mois parce qu'il n'arrive pas à trouver, parce qu'en fait, il n'est pas bon. Et c'est un truc qui ressort côté recrutement, qui n'est pas toujours vrai, mais parce que ça ressort côté. Et du coup, je conseillerais d'essayer d'éviter les trous pour montrer en fait une direction cohérente. Voilà un petit peu. Donc, si je résume, le dossier de compétences, il ne faut pas hésiter à mettre du détail, à expliquer un peu ses expériences. Et je le présenterai aussi pendant la partie sur les entretiens, mais une formule qui marche bien pour un dossier de compétences, c'est OK, pour cette expérience, voilà un peu le contexte. Le contexte, c'est le développement d'une application qui servait à faire ça dans une équipe organisée en agile qui va durer, par exemple, 1 an, 2 ans. Ça, c'est le contexte. Ensuite, parler de vos missions à vous. Donc, moi, dans ce contexte-là, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu faire, voilà ce que j'ai pu faire. Et de mettre vraiment le détail de ces missions. Et ensuite, de mettre un contexte technique avec l'occasion là de balancer un maximum de mots-clés sur les technologies qu'on a pu utiliser ou voir. Parce que des fois, il vaut mieux mettre ce qu'on a vu, même si on n'est pas expert, et juste dans l'ordre d'expertise et dans l'ordre de la fréquence d'utilisation au cours du projet. Ça, c'est hyper important. N'oubliez pas de parler en fait du contexte parce que ça apporte énormément d'informations. C'est pas la même chose pour quelqu'un d'avoir travaillé sur un projet IT où il y avait un chef de projet et 2 développeurs que quelqu'un qui a travaillé dans un projet où il y avait 10 personnes, où c'était ultra organisé, où c'était très très structuré, en agile, hyper précis. Ça implique de s'adapter à différents environnements, de montrer plein de choses. Et puis, n'hésitez pas à vraiment, en gros, enrichir un maximum. Des fois, on ne sait pas trop quoi mettre dans point. Il y a la magie de ChatGPT. C'est bien de pouvoir lui expliquer ce qu'on a fait, le projet, le cadre, comme si on en parlait à un recruteur, et de lui demander de nous tirer un maximum de bullet points avec les bons mots-clés qu'on avait décidé au début. Ça permet d'avoir un résumé qui est vachement solide de chacune de ces expériences, et ensuite de pouvoir le réutiliser dans différents outils comme LinkedIn ou autres. Et dernier point, vous n'êtes pas obligé de détailler de la même manière toutes vos missions. Moi, oui, c'est ce que je conseille. Du coup, je vois là une question, pas de CV une page, mais quelque chose de plus long. Moi, ce que je conseille, c'est que le CV une page, c'est bien si vous n'avez qu'une seule expérience parce que ça rentre. Mais moi, ce que je conseille, c'est surtout de mettre un maximum de contenu pour que nos moteurs de recherche tombent sur le CV. En fait, c'est toujours ça. L'idée, c'est, OK, qu'est-ce que va chercher le recruteur pour trouver quelqu'un comme moi qui recherche telle mission. Quand je cherche un profil qui est un profil 2 ans d'expérience confirmé, je vois quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, je vais le mettre de côté, en fait. C'est tout simple. Donc, le but, c'est pas pour s'en se démarquer, c'est d'essayer de fitter avec la mission pour donner envie au recruteur de l'appeler. Et ça, on ne peut pas savoir avant quelle mission va tomber. Par contre, on peut savoir quelle mission nous intéresse. Et donc, il faut le faire dans l'autre sens. Et pour pouvoir fitter avec la mission qui vous intéresse, il faut que en fait, cette mission, on voit que vous soyez compétent pour ça sur CV. Et ça ne suffit pas en une page. Quand on met 2 bullet points pour expliquer un poste de 2 ans, ça ne suffit pas. On n'a pas assez de contenu, on ne sait pas ce que vous avez fait. Et ça ne permet pas de départager entre 2 CV, quelqu'un qui a bien détaillé et quelqu'un qui ne l'a pas fait. Tout de suite, on va se tourner vers quelqu'un qui a bien détaillé. En fait, ça dépend. Les portfolios, ça peut être bien, ou les Git pour l'informatique. Je vois une question sur est-ce qu'on peut remplacer un dossier de compétences par un portfolio? Je ne pense pas. Je pense que le dossier de compétences, le rôle du dossier de compétences, c'est d'expliquer votre parcours dans l'ordre, avec une chronologie qui est claire et un truc qui soit simple et clair. Le portfolio, c'est plutôt de donner des exemples de ce que vous avez fait et de la qualité de votre travail. Le portfolio, souvent, oui, on va voir plein de projets, mais ce sera moins détaillé. On va voir le résultat. On ne sait pas quelle est votre part de travail sur ce résultat-là. Donc, ça peut être bien, surtout au début, quand on n'a pas encore beaucoup d'expérience à mettre en avant, de faire un portfolio de projet perso. Mais souvent, c'est pas regardé. C'est mis de côté. Déjà, les recruteurs ne sont pas des ingénieurs. Donc, aller regarder un portfolio, ça ne permet pas de savoir si c'était un projet hyper difficile ou pas. Aller regarder un guide, ça ne nous permet pas d'aller voir le code. Donc, ça peut être bien d'en avoir un, parce qu'il y a
quelques clients qui le demandent, mais c'est assez rare. Et le deuxième point, pourquoi ça peut être embêtant, c'est que pour tous les cabinets de conseil et pour toutes les sociétés d'intermédiation comme la nôtre, c'est-à-dire nous, on trouve le consultant et on l'envoie au client, on anonymise tout. Et les portfolios sont hyper durs à anonymiser et du coup, on ne les envoie pas toujours. Donc, ça peut être bien de l'avoir. Si vous avez le temps des projets perso à mettre dans un portfolio, faites-le, proposez-le. Mais globalement, je pense que le portfolio, ça marchera mieux pour postuler un CDI directement chez un client final que dans une ESN ou dans un cabinet de conseil. Là, en général, ils ne le regardent pas. Moi, j'ai aucun de mes collègues qui regardait les portfolios. Sauf pour les métiers de l'UX/UI, où là, c'est incontournable, en fait. Pour tout le product design, là, oui, par contre, c'est quasi obligatoire. Voilà. Et dernière chose, je voulais parler un peu de l'esthétique des dossiers de compétences, parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup. On voit beaucoup de CV, surtout sous les profils juniors, où il y a toujours une tentative un peu de se démarquer par la forme et pas par le fond. Moi, je vais me concentrer sur l'informatique dans un premier temps, que dans les métiers de l'informatique, souvent, c'est assez chargé et c'est assez technique. Donc, si la forme, elle n'est pas ultra lisible, ça décourage. Nous, on voit beaucoup et en fait, on va marcher aux mots-clés. Et donc, finalement, nous, ce qui nous arrange en tant que recruteur, c'est que tous les CV se ressemblent. Ça nous fait gagner du temps, en fait, parce qu'on va regarder au même endroit à chaque fois. Aujourd'hui, j'ai vu un CV qui m'a fait rire. C'était un feed Twitter avec un post par expérience. Je trouvais ça très sympa, mais en réalité, ça manquait un peu de lisibilité et ça m'a fait perdre du temps. Donc, c'était amusant, mais finalement, vu que le fond des métiers qu'il avait fait, ça ne collait pas avec ce que je recherchais, ça n'a pas fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est le contenu. Donc, moi, ce que je conseille surtout, c'est de faire un truc le plus lisible possible, pas trop chargé, pas trop de fond, de décor, d'image. Vous pouvez en mettre, mais restez quand même simple, clair, lisible, structuré. En fait, ça permet de lire plus vite le CV. Et les clients et les recruteurs, nous, ce qui compte, c'est le contenu. Donc, en vrai, la forme, il faut juste que ce soit propre. Si ce n'est pas propre, ça nous rend la recherche plus difficile et donc ça peut être pénible. Et je pense qu'il y a des recruteurs qui zappent juste parce que la forme est trop chargée, que ce n'est pas lisible. Des fois, il y a des profils juniors qui aiment bien faire un CV où en fait, on dirait du code. Donc, fond noir avec une écriture version code. Et ça peut être joli, mais en fait, c'est illisible. Ça nous fait perdre énormément de temps. Et du coup, souvent, c'est compliqué. Donc, voilà. Moi, je dirais forme simple avec un contenu qui est pertinent par rapport à ce que vous recherchez plus que par rapport à ce que vous avez fait. Essayez de mettre en avant ce qui vous intéresse dans ce que vous avez fait plutôt que ce que vous avez fait concrètement. Quand on cherche un poste de commercial où le but c'est de faire de la prospection, on ne va pas mettre des missions de chargé de communication, même si on les a eues. Ce n'est pas ce qu'on va mettre le plus en avant. C'est bien de les mettre un petit peu, mais ce qu'il faut, c'est montrer ce que vous savez faire en rapport avec ce que vous voulez faire. Et donc, essayez de trouver dans vos missions, dans vos expériences, dans vos stages, dans tout ce que vous avez fait, le moyen de mettre en avant des compétences utiles pour le poste, en fait, tout simplement. Et puis, éviter les trous et poster votre CV de partout. Moi, ça, c'est ce que je conseille aussi. C'est qu'aujourd'hui, nous, on est une plateforme de freelance. On travaille qu'avec des indépendants, mais il y a des plateformes qui travaillent aussi sur du CDI. Et il va y avoir des job boards en pagaille. Et en fait, en réalité, les recruteurs, ils utilisent les job boards que leur entreprise leur fournit. Donc, LinkedIn, c'est universel. Tout le monde l'utilise. Je vais y venir juste après. Mais pour tous les autres, peut-être qu'un tel, il utilise Hello Work, un tel, il utilise APEC, un tel, il utilise Freework. Nous, on va utiliser... Moi, je vais essayer d'en utiliser plein. Mais en fait, on ne peut pas toujours tout regarder. Donc, postez-le partout. Et essayez de mettre les mots-clés qui correspondent et d'attendre de voir si on vous appelle. Voilà un petit peu l'idée. Est-ce que... Oui, on prend une première vague de questions ici parce qu'en fait, tu as partagé beaucoup d'informations et certaines peut-être anxiogènes. Alors notamment, il y a la question sur les trous. Les trous dans les CV, il y a toujours des situations particulières. Tout à fait. Longue maladie, de job alimentaire, ce qui a été évoqué, ou éventuellement aussi des projets perso, ou de la maternité, en tout cas du congé parental, du congé parental, pardon, pour ne pas me tromper dans les liaisons. Et donc cette partie-ci, elle est un peu, elle peut être anxiogène. Donc comment on traite ces cas singuliers
Et puis, tendance anonymisée et des formats, en fait, éventuellement des types de police. Je suppose on va prendre des polices du Century Gothic, du Verdana ou de l'Arial, des choses très lisibles, je suppose. Pas écrit en caractère 8, mais pas en 16 non plus. C'est Voilà. peut-être un peu détaillé, mais oui, je vois l'idée. Déjà, pour revenir un peu sur les trous, effectivement, ça arrive et c'est pas éliminatoire. Je dis juste que quand on peut éviter, quand on a le moyen d'éviter, on s'enlève une difficulté, en fait. On s'enlève Des fois, on est obligé de se justifier. Moi, je trouve ça ridicule de devoir se justifier quand on a eu un congé mat. En fait, on a eu un congé mat et puis c'est tout. Mais malheureusement, je ne sais pas comment le dire autrement, mais le recrutement, c'est un choix, en fait. Donc, c'est par essence un peu une discrimination d'une certaine manière. Et il y a des mecs qui éliminent pour des mauvaises raisons. Ça arrive. Mais globalement, quand on peut éviter de le mettre en avant, il faut le faire, je pense. Comme ça, on s'enlève la justification. Par contre, il y a énormément de trous dans les expériences qui se justifient extrêmement bien. En général, les congés maternité, ça gêne pas trop. Ce qui compte, c'est que ce soit pas trop long. En fait, ce qui fait peur aux recruteurs, c'est de se dire, OK, vous avez rien fait pendant 2 ans. Ça peut leur faire peur. Donc, n'importe quelle manière de justifier que vous avez fait des choses, ça peut être des projets perso, ça peut être des expériences entrepreneuriales, ça peut être, je sais pas moi, un voyage. Le voyage, ça peut bien marcher sur les premières expériences. En général, vous êtes parti en voyage, vous êtes parti en voyage. Moi, j'avais beaucoup de commerciaux que je recrutais en sortie d'études qui avaient fait 1 an en Australie après leur diplôme. C'était ultra fréquent et globalement, ça gêne pas trop. Et en fait, il y a un choix à faire, c'est est-ce qu'on met sur le CV une petite ligne en disant de 2022 à 2023, j'ai eu ça ou j'ai fait ça, et comme ça, on n'en parle plus, et on n'a pas à le justifier. Ou est-ce qu'on essaye de combler un peu le trou et de l'expliquer en entretien. Je pense que, entre guillemets, un client, un recruteur peut faire une prise de rêve pour vérifier la durée d'une mission, ça peut arriver. Par contre, il ne peut pas faire une prise de rêve pour voir si vous avez vraiment essayé de lancer un projet perso. C'était votre projet. Donc en fait, c'est vraiment un choix. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui relèvent de l'ordre du privé et que vous n'avez pas besoin d'aller justifier auprès d'un recruteur. Si vous voulez vous éviter ça, mettez un projet perso et puis c'est tout, quoi. Et puis expliquez-le d'une manière ou d'une autre en entretien. Mais en fait, moi, je trouve que l'idée, c'est d'essayer d'éviter de devoir se justifier pendant des heures sur des sujets qui sont personnels auprès d'un recruteur alors qu'il n'a pas besoin de le savoir, ou d'avoir une ambiance un peu froide en entretien, de dire c'est personnel, j'ai pas trop envie d'en parler, ou de laisser le doute et autres. En fait, moi, je préfère essayer de toujours combler un peu le trou en mettant les années. Comme ça se trouve, il ne remarquera pas, il n'en parle même pas, on n'en parle plus. Ou de juste l'expliquer avec une phrase ou mettre un autre truc qui n'est pas vérifiable, mais qui marque bien. Ça peut tout à fait se faire. En réalité, il ne faut pas sous-estimer la fainéantise des recruteurs quant à la prise de ref et à la vérification des informations. En fait, en réalité, c'est assez rare. Et ouais, c'est toujours bien d'éviter un peu les trous quand on peut. Voilà. Mais c'est jamais le sujet éliminatoire en réalité. Et au niveau longueur, parce qu'on a le CV classique en tête, et sur une expérience de 6 mois, ça fait quoi? Ça fait un tiers de page, une demi-page, c'est ça l'ordre de grandeur? Ça dépend de il y a des missions qui seront relativement simples, donc là, on n'a pas grand-chose à raconter dessus. Il y a des missions qui, même en durant 6 mois, sont des projets hyper importants, hyper critiques. Et là, ça vaut le coup de développer. Moi, je pense que ce qu'il faut développer, c'est les missions qui sont le plus en rapport avec ce que vous avez envie de faire ensuite. En gros, si vous avez une mission de 6-8 mois, mais que c'était exactement la stack que vous aimez ou les types de postes que vous aimez, n'hésitez pas à développer à fond pour mettre vraiment tout ce que vous savez faire et vous n'aurez pas de mal à le justifier derrière. Par contre, si c'est une mission qui n'a rien à voir, même si elle a duré 2 ans et que vous voulez vraiment plus faire ça, le développer, finalement, c'est juste s'ajouter du contenu qui vous fera baisser dans la liste de recherche. Parce qu'il y aura peut-être plein d'occurrences sur un autre sujet qui va vous faire remonter sur d'autres sujets. Donc, on ne va pas arrêter de vous appeler pour le truc que vous voulez plus faire et on vous appellera moins pour le truc que vous voulez faire. Donc, moi, je pense que c'est plutôt ce qui compte, c'est plutôt l'importance de la mission dans votre parcours et en fait, c'est une fiche produit, un CV.
Donc, si ce que vous voulez mettre en avant, c'est telle compétence parce que c'est ça que vous voulez faire, ben, c'est ça qu'il faut développer. Et donc, une expérience de 6 mois, elle peut prendre un tiers de page si elle est pertinente par rapport à la suite. Une expérience de 2 ans peut prendre 3-4 lignes si vraiment c'est plus ce que vous voulez faire. Donc, l'idée, c'est d'essayer avant les bons mots-clés, les bonnes expériences qui parlent en fait aux recruteurs par rapport à ce que vous recherchez. C'est toujours ça en fait. Nous, on ne recherche pas le meilleur candidat, on recherche le candidat qui correspond le mieux à la fiche de poste. C'est ça qu'il faut retenir. Du coup, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est plutôt OK, est-ce que lui, il a déjà fait ça Est-ce que c'est quelque chose qui l'intéresse Bah oui, alors on y va, quoi. Et c'est pour ça que des fois, le titre du CV peut avoir un impact vachement fort. Parce que le titre du CV, moi, ça ne me dit pas qu'est-ce qu'il a fait, ça me dit qu'est-ce qu'il a envie de faire en fait, en réalité. Et donc, si en haut, j'ai un truc qui a complètement rien à voir, je me dis OK, je vais l'appeler, mais il ne veut pas de ma mission en fait. Donc voilà, pour revenir un peu sur l'esthétique, en fait, tout est valable. Ce qui compte, c'est que ce soit simple, lisible. Donc moi, déjà, je suis quand même plutôt partant pour les fonds blancs. Je trouve que les fonds blancs, écriture noire, ça marche quand même bien. Parce que dès qu'il y a beaucoup de couleurs, ça devient plus difficile. Après, on peut garder un truc un peu joli, avec un petit bandeau en haut, une jolie description et tout, hein, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pense que c'est surtout, voilà, pas des écritures trop difficiles à lire, un truc simple, avec un fond blanc, ça aide. Et après, pour la longueur, moi, j'ai eu des dossiers de compétences qui allaient jusqu'à 17 pages parce que c'était des profils qui avaient 20 ans d'expérience, qu'ils aimaient bien faire une page par expérience pour bien développer, écrire en gros, et des dossiers de compétences qui font 2 pages où il y a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Donc, ça dépend de votre parcours, du nombre de missions que vous avez eues. Mais ce qui compte, c'est rendre lisibles les expériences qui sont en rapport avec ce que vous voulez faire. C'est ça le plus important à retenir, je pense. Je pose une dernière question, après on enchaîne, parce que ça, comme c'est un sujet qui intéresse beaucoup, tout de suite, il y a beaucoup de questions. Il y a aussi la question de la reconversion. C'est-à-dire quand tu as 5-10 ans d'expérience dans un autre métier, et comment tu mets ça en avant dans un dossier de compétences. Alors, j'ai des éléments de réponse, mais ce qui est important, c'est toi de ton côté. Comment tu vois ça? Quelques conseils tu donnes à des gens qui, voilà, ont changé de parcours, parce qu'il y a aussi des forces dans ces profils-là qui sont à trouver ailleurs. Totalement. Alors, moi déjà, pour moi, une expérience pro, c'est une expérience pro. Ça en dit déjà long sur la personne, même si c'était dans un autre métier. Une personne qui a 10 ans d'expérience en compta et qui fait une reconversion vers du développement, elle a quand même 10 ans de maturité professionnelle, de connaissance d'un contexte d'entreprise, de sérieux potentiellement et plein de choses à mettre en avant aussi sur qui elle est dans une entreprise. Donc, je pense qu'il faut le mettre. Il ne faut pas couper court. Moi, j'ai eu des CV où, en fait, on avait l'impression que la personne avait 2 ans d'expérience. Et en fait, elle en avait 12. Mais ça n'avait rien à voir avec ce qui avait été fait avant. Je pense que c'est bien de le mettre. Peut-être trop de contenu dessus. Mais ce qui est bien, c'est que ce soit clair pour le recruteur que, ouais, il y a eu une reconversion et que là, la direction qu'on donne à sa carrière, c'est ça. Je pense que ce qui est entre guillemets, des fois compliqué dans les reconversions, c'est comme pour les juniors, c'est de trouver la première mission, la première expérience qui va vraiment brander son expérience et dire ok, on n'est plus sur de la formation, on est vraiment sur de la connaissance pro et tout ça. Donc moi, ce que je conseillerais au niveau du CV, c'est entre guillemets d'essayer de faire ressortir dans les expériences précédentes ce qui peut aider dans les nouveaux postes. Que ce soit un peu, d'une certaine manière, des choses qui en disent long sur les soft skills, des soft skills qui servent dans tous les métiers, y compris dans l'IT, c'est la capacité à gérer des projets, entre guillemets, ou en tout cas la capacité organisationnelle. Ça sert pour tous les métiers. Hein. Et ça peut se transparaître, entre guillemets, dans la description d'une expérience, peu importe ce qu'on a fait. Travail d'équipe, des choses comme ça. En fait, il y a plein de choses qu'on peut faire ressortir. Donc peut-être utiliser ces expériences-là pour mettre en avant des sujets qui sont, entre guillemets, transverses à tous les métiers, qui parlent plus de vos compétences humaines en entreprise, et puis mettre quand même ce que vous avez fait, hein, parce que c'est important d'expliquer, mais genre globalement, faire ressortir quelques points là-dessus, et ensuite de mettre effectivement une petite phrase en début si on est vraiment sur la recherche du premier poste après le changement, de mettre une phrase pour expliquer ça, et du coup de mettre vachement en avant les stages, pareil, les alternances, ou en tout cas tout ce qu'on a pu faire qui est en rapport avec le poste principal. Donc je dirais au début, mettre un maximum de détails sur
sur toute l'expérience professionnelle que vous avez eue dans le nouveau métier, le plus possible. Et ensuite, de faire une explication classique de ce que vous avez eu avant, peut-être un peu moins détaillée en termes de mots-clés. Et puis, mais quand même de le mettre parce que votre parcours, il sera toujours utile, peu importe ce que vous avez fait. Voilà. Ça peut toujours être bien. Les lettres de motivation, non. En fait, non. Ça dépend parce que ça peut être bien dans des entreprises classiques, j'ai envie de dire, sur des métiers un peu classiques, mais dans l'informatique, non, jamais. Moi, j'en ai jamais utilisé. Ouais. Souvent, c'est nous qui contactons, en fait. Vu que nous, on a notre rôle en tant que recruteur, c'est de trouver les CV. C'est nous qui contactons les consultants, donc la lettre de motivation, non. Par contre, un petit message, mais ça, je vais y venir un peu sur LinkedIn, ça peut vraiment aider. Un petit message, un petit mail quand vous pouvez, je vais y venir juste après. Pareil, hein, les lettres de recommandation, je suis pas sûr que tu regardes. C'est intéressant de les avoir dans le dossier parce qu'à un moment ou à un autre, sur des prises de référence, Tout à fait. quand il y a un courrier, c'est bien. Mais je Ouais. pense que toi, tu n'as pas le temps de les regarder de toute façon. Non, mais en fait, c'est tout bête, mais des fois, j'en ai qui me l'intègrent au dossier de compétences. Je crois qu'il y a déjà des refs qui sont donnés par les employeurs précédents. En gros, ça m'évite d'avoir une prise de ref à faire. Et c'est hyper rassurant, en fait, naturellement, de venir mettre en avant. C'est hyper rassurant parce que souvent, il y a un peu ce moment en entretien où on va dire aux consultants et sinon, est-ce que vous avez une ref à me donner pour vos expériences d'avant ? Et en fait, en général, si ça bégaye trop, c'est pas bon signe. Parce que ça veut dire que la personne, elle réfléchit à qui elle va donner dans son ancienne entreprise pour avoir le meilleur résultat, en gros. Mais quand c'est directement sur le CV, déjà, vous le savez, parce que vous l'avez en tête. Et puis en plus, du coup, ça montre que de soi-même, on veut donner une ref parce qu'on veut prouver que notre expérience d'avant était top. Et du coup, on va naturellement se diriger vers cette ref-là, qui parfois, et en fait, même pas le N+1 ou le N+2, mais juste un collègue ou des trucs comme ça. Et donc, en fait, ça peut squeezer une prise de ref qui pourrait être plus compliquée à avoir. Non, en fait, c'est bien. Moi, rien que les consultants qui me mettent juste la ref, le nom de la personne et le numéro, mais rien de plus, je trouve ça hyper rassurant. Et souvent, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Donc ça peut être cool, ouais. Et lettre de recommandation, il faut que la personne, vous la connaissiez, quoi. Souvent. En fait, souvent, oui, ouais. Voilà. Et puis juste le point, Nicolas m'a gentiment rappelé qu'on avait évoqué un exemple de dossier de compétences. Si tu m'autorises le jeu de mots, ce sera la cerise sur le gâteau. J'en ai pas là. Oui, mais nous, on peut. Ce que je propose, si on en a là dans les 48-72 heures et qu'on prend le temps d'anonymiser, on l'envoie aux participants à la réunion, au webinaire, je pense que ce sera apprécié. Ouais, ça marche. J'essaierai d'en trouver des biens pour que ça vous fasse des exemples, d'autant plus qu'on a souvent le cas. Donc, dès que j'en ai un qui me frappe parce qu'il est bien, je l'envoie. Ça marche. Ouais. Voilà, ce sera même super apprécié, Nicolas. Donc voilà, j'ai fait le suivi. Dans les questions qui me paraissaient, je te laisse dérouler parce qu'en fait, on est étape 1 et il y en a 2, 3 autres après. Ah oui. Allez, je vais accélérer un petit peu. C'était la partie qui était importante. Donc LinkedIn, c'est assez proche de ce qui est du CV. En fait, LinkedIn, c'est la même chose. C'est que LinkedIn, pareil, c'est des moteurs de recherche booléens côté recrutement. Donc LinkedIn, il y a deux choses. Il y a le côté réponse aux annonces et le côté recevoir un message d'un recruteur qui vous sollicite à vous. Donc, l'idée, c'est, une fois que votre CV il est bien détaillé, ça va vous aider pour les entretiens parce que vous avez tout le contenu qui est déjà préparé à l'avance. Et un CV pas détaillé en entretien, souvent, c'est plus dur de se préparer. Et pour le compte LinkedIn, c'est très simple, c'est copier-coller, en fait. Souvent, on met ses expériences parce que c'est facile. On va mettre, je vais mettre que j'étais dans telle entreprise pendant tant de temps. En fait, ce qui aide, c'est le contenu descriptif de la mission. En fait, il n'y a que ça qui est pris en compte. Parce que LinkedIn, ça fonctionne un peu bizarrement. C'est des types de postes, donc c'est des gros types de postes. Et des fois, on cherche un chef de projet. Si on met juste chef de projet, on a de tout, mais ça ne veut rien dire. Donc, le descriptif de la mission, c'est le plus important sur LinkedIn et c'est ce qui nous permet de trouver les bons profils en fonction des mots-clés, de la même manière que sur les job boards avec les CV. Donc, moi, ce que je conseille sur LinkedIn, c'est de le tenir à jour régulièrement, d'essayer de
d'ajouter des recruteurs, d'ajouter du monde et d'avoir un descriptif assez détaillé qui permet pour nous de trouver le bon CV. Donc, copier-coller le contenu des expériences en fait, de son CV et les foutre sur LinkedIn, c'est une plus-value énorme parce que ça fonctionne vraiment bien comme ça. LinkedIn, c'est vraiment, je pense, l'outil le plus utilisé par les recruteurs. Je pense que c'est essayé partout parce que en réalité, LinkedIn, il y a tout le monde. C'est une plateforme qui est ouverte et donc globalement, on se dit que tous les profils qu'on va trouver sur n'importe quel job board, on va les trouver sur LinkedIn aussi. C'est juste que souvent LinkedIn, c'est un petit peu plus embêtant pour nous parce qu'on doit envoyer un message, attendre la réponse, demander le numéro à la personne et en fait, c'est plus long que de trouver un CV avec un numéro déjà et d'appeler directement. Donc LinkedIn, moi je trouve que c'est hyper important de l'avoir. Et ce qui est bien avec LinkedIn, c'est parce qu'on peut vite retrouver le recruteur qui a posté une annonce. Donc là, je vais passer sur la partie annonce. Ce que je conseillerais quand vous répondez à une annonce, c'est justement de réorienter un peu le CV pour que ça corresponde bien, de bien essayer de comprendre l'annonce pour faire en sorte d'adapter le CV. Pour ça, c'est simple en fait. Je pense qu'il vous faut un doc avec différents bullet points sur chacune de vos missions. Et en fait, à chaque fois, vous sélectionnez ceux qui vous intéressent et vous les mettez dans votre CV. Et vous envoyez le CV adapté. Ça, c'est une technique qui est vachement bien. Et puis, ça vous permet aussi de vous dire, OK, dans cette mission, voilà toute la liste des choses que je peux mettre, lesquelles je sélectionne, lesquelles sont les plus pertinentes en fonction de ce poste, lesquelles les sont en fonction de l'autre. Et ça permet, quand on arrive en entretien, d'avoir la liste entière de ce qu'on sait faire grâce à telle mission ou de quelles compétences on a brandé sur quelle mission. Donc, quand on répond à une annonce, moi, j'adapterai un peu le CV et j'hésiterai pas à trouver le recruteur sur LinkedIn. Moi, je ressens 200 invites par jour et des fois, je reçois plein de messages. Quand on est recruteur, par principe, on accepte tout le monde parce que c'est vraiment important de développer notre réseau. Et du coup, on accepte tout le monde et après, on reçoit plein de messages comme ça. Pour le faire en accéléré, vous pouvez embêter un recruteur, il ne vous en voudra pas, surtout si derrière, vous faites le deal, en fait. Parce que nous, notre rôle, c'est de trouver la bonne personne. Donc, en fait, on gagne de l'argent si on trouve la bonne personne. Si vous estimez être la bonne personne, vous pouvez harceler un peu le recruteur, il ne vous en voudra pas. Au pire, il ne répondra pas. Hein. Mais globalement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un message d'une personne sur 3 missions d'affilée. Et en fait, je trouvais qu'il ne correspondait pas et je n'avais pas le temps de répondre. Et la 4e fois qu'il m'envoie un message, il collait. Et là, je me suis dit, ah oui, je n'avais pas pensé à lui. Et là, je l'ai appelé. Et derrière, maintenant, il bosse dans une boîte avec nous. Donc, n'hésitez pas à vraiment insister. LinkedIn, c'est hyper important. Les mots-clés, le descriptif de la mission, adapter son CV quand on répond un peu aux annonces, quand on peut. Et puis surtout, développer son réseau en allant stalker un peu les recruteurs. Parce que normalement, il y a l'adresse mail ou il y a le nom du recruteur quand on poste. Vous devez pouvoir vous débrouiller à retrouver. Et puis, du coup, si on est sur des boîtes de conseil et que vous avez trouvé un recruteur dans cette société-là, vous savez qu'il y en a d'autres. Donc, vous pouvez les ajouter aussi. Et comme ça, petit à petit, ça vous fait un réseau. Nous, des fois, on poste les missions. Ça nous arrive souvent de poster nos missions où on a du mal à trouver. Et pour finir avec le réseau, c'est LinkedIn sur le côté informatique, mais il y a aussi tous les gens que vous connaissez. Et moi, un conseil que je donne souvent quand on a toujours l'impression que le piston, c'est pas bien. Le piston, c'est très bien. Ça permet juste d'avoir accès à des offres dont on n'aurait pas entendu parler avant. Donc, prenez la liste des gens que vous connaissez, que vous appréciez, qui vous aiment bien, vos amis, votre famille et tout, et envoyez-leur un petit message pour leur dire, voilà, je cherche ça, est-ce que vous connaissez quelqu'un ? En fait, les amis de vos amis, c'est les gens qui peuvent vous recruter, donc ça va très vite aussi. Voilà. Je vais passer sur l'entretien. On en a déjà un peu parlé, en fait. Du coup, on a fait un peu dans le désordre, mais du coup, ça marche bien, ça nous fera gagner un peu de temps. Et après, on fera les questions avec le temps qui reste. Globalement, les entretiens, moi, ce que je trouve important, c'est d'arriver à présenter ces expériences de manière claire pour qu'on puisse directement vous poser des questions un peu plus en profondeur. Quand c'est mal expliqué votre parcours, on va passer 1 heure à parler de votre parcours pour essayer de comprendre ce que vous avez fait et on sort du truc et on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce dont on a besoin pour savoir. L'idée, c'est de vraiment donner à la personne les informations pour qu'elle sache si juste c'est vous la bonne personne ou pas. C'est pas est-ce que vous êtes le meilleur ou est-ce que vous êtes moins bon qu'un autre, c'est est-ce que vous avez déjà fait ce que la personne recherche ou est-ce que vous pouvez le faire. Du coup, globalement, moi, ce que je conseille comme méthode de présentation, c'est ce qu'il y a sur le CV, c'est-à-dire quand vous passez sur vos expériences, présentez un peu le contexte de la mission en une phrase. Donc voilà,
environnement agile, une équipe de tant de personnes, un projet qui vise à faire ça. Ensuite, de passer à vos tâches, c'est ça qui est important. C'est vous, concrètement, dans ce cadre-là, dans cet environnement, qu'est-ce que vous avez fait? Quel était votre rôle? Quelle était la précision? Et ensuite, derrière, de parler un peu des technos que vous maîtrisez et jusqu'où. Et comme ça, quand on a présenté une mission comme ça, souvent, nos clients en arrivent à dire « Ok, mais est-ce que tu sais faire ça précisément ?» Et là, on rentre dans le vif du sujet. Et ça leur permet de tester. Des fois, il va manquer un peu des choses. Mais en fait, on a l'impression d'avoir eu un entretien beaucoup plus productif. Et c'est bon signe, en fait, en sortant. Donc moi, je pense qu'il faut être vachement clair, donc se préparer et se renseigner. Donc se renseigner, ça permet de savoir ce qui est attendu et comment ça se passe chez le client. Donc essayer de grappiller des infos, de savoir où vous mettez les pieds. Et ça rassure aussi, parce que quand on sait à quoi s'attendre, on peut dire oui, ça, je vais y arriver. Donc on se renseigne, on présente de manière claire ces expériences en fonction de ce qu'on veut faire transparaître. C'est-à-dire, ce qu'on veut faire transparaître, c'est pas qui je suis ou est-ce que je suis le meilleur, c'est voilà ce que vous attendez, voilà ce que je sais faire qui pourra vous aider. C'est vraiment important ce point-là. Et après, la dernière étape, je pense, qui est très, très importante, c'est de poser des questions pour montrer que vous vous intéressez aussi au contexte. Le piège de l'entretien, c'est de se survendre, c'est-à-dire d'arriver et de dire voilà, ça c'est moi, ma vie, mon œuvre, voilà ce que je sais faire. Et en fait, ça, c'est pas très important. La vraie question que se pose un recruteur, c'est ok, nous on a cette liste de choses à faire, on a une équipe, est-ce que la personne va bien s'intégrer dans l'équipe? Est-ce qu'elle va réussir à faire le travail correctement qui est attendu? Et est-ce qu'elle va réussir à derrière apporter de la valeur en fait, plus que ce qu'elle nous coûte? Et donc globalement, ce qui marche, c'est que vous montriez que vous avez la carrure du costume plus que plein de compétences inutiles. Parler de choses dont on ne vous a pas parlé, en fait, souvent, c'est une perte de temps. Et c'est très agaçant pour les recruteurs voilà, de savoir que vous avez fait plein de trucs en gestion de projet alors qu'on cherche un développeur. Quoi. Voilà. Et pour la partie, bon, bah là, je vais faire un peu bref, pour la partie négociation, ça, c'est tout un sujet. Globalement, à chaque fois qu'on cherche un travail, on va négocier un peu son salaire. Donc, c'est un point qui est vachement important. Dites-vous que les recruteurs, ils ont un plafond et vous pouvez toujours atteindre ce plafond. En fait, c'est toujours possible. Après, la question à savoir, c'est est-ce qu'ils mentent ou pas quand ils disent qu'ils ne peuvent pas aller plus haut? Je pense que la meilleure chose à faire quand on cherche un boulot, c'est de se dire, OK, voilà moi ce que je vaux à mes yeux. Voilà en dessous de quoi je ne peux pas aller, je ne veux pas aller. Oui, ça peut être bien de le mentionner s'il y a besoin d'aménagement et tout, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est vous qui voyez. Il y a des gens qui le disent, d'autres qui ne le disent pas. Pardon, je répondais à une question, ça m'a interpellé. Donc, ouais, c'est de se dire, OK, moi, voilà, à quel prix je ne prends pas ce poste, je ne prends pas cette mission, et de s'y tenir, c'est tout. Et parce que si vous allez en dessous, vous n'allez pas être heureux, en fait, dans la mission, vous allez être en dessous de votre minimum. Il faut connaître son minimum, et pour pouvoir le fixer, il faut connaître un petit peu le marché. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'abord de toujours viser un peu plus haut, parce que vous allez voir jusqu'où on va vous demander de descendre. Et à chaque fois que vous allez avoir un recruteur au téléphone, petit à petit de vous positionner et de vous mettre dans la bonne tranche et de dire ok, je ne descends pas en dessous de ça et de dire non en fait. Si quelqu'un vous propose une mission et vous dit voilà, je ne peux pas vous payer plus que ça, si c'est en dessous de votre minimum et que vous ne trouvez pas la mission exceptionnellement bien, dites non juste et puis passez à la prochaine, même si des fois c'est difficile. Souvent, ça va vous permettre d'avoir un appel 5 minutes derrière pour vous dire, bon, ok, en fait, on a débloqué 2 000 € de plus. Quoi. Donc voilà. J'ai fait assez vite. Je pense que pour Cherry Pick, on va zapper. Ce serait mieux de parler des questions de tout le monde. Et je pense qu'on peut refaire le tour. Il y en avait pas mal. Ouais, il y avait pas mal de questions. Je pense qu'effectivement, tu as parlé sur l'entretien, la partie poser les questions, c'est important de se renseigner. Moi, j'appelle ça faire ses devoirs, en fait, quand tu arrives quelque part. C'est finalement regarder l'actualité de l'entreprise, ce qu'elle raconte sur son site, son rapport d'activité s'il y en a, etc. Si elle est cotée, bien sûr, il y a beaucoup plus d'informations. Mais d'arriver quelque part en ayant préparé un peu le terrain. Et il y avait quelque chose d'un peu scolaire que je faisais à l'époque, mais quand on fait un recrutement, c'est qu'il y a en gros, c'est l'histoire d'une rencontre. Donc, il y a un côté, il y a un jeu, il y a un tu pour qu'il y ait un nous, en fait, dans la dynamique. Et je pense que dans le fait de poser les questions, c'est le fait d'envisager un nous, et pas uniquement dire, voilà, je suis très bon, voilà, ce que je fais, c'est super, et achetez-moi.
recrutez-moi. Mais ce Ouais. que tu as raconté, en fait, ça fait écho aussi à ça, de se dire, en fait, il faut s'intéresser à l'autre pour envisager une histoire commune. Ouais, les gens, ils adorent Et parler d'eux. Les recruteurs, c'est pareil. Vraiment. Mais oui, en fait, moi, non seulement ça, et puis moi, il y a un truc que j'aime bien dire aussi quand je prépare mes consultants aux entretiens, c'est au plus vous visualisez le contexte de la mission, comment ça va se passer, ce que vous allez faire, au moins la mission, elle fait peur. Et donc, quand on vous dit, OK, est-ce que vous savez faire ça, vous êtes beaucoup moins hésitant si vous savez que vous vous projetez dans la mission. Et en fait, visualiser, ça permet de dire, ah non, mais moi, je vous assure, je vais y arriver, je le sais. En fait, je vois très bien comment ça va se passer, il n'y a aucun problème, j'ai déjà fait ça. Et faire ses devoirs, ça permet de se rassurer avant l'entretien. Donc déjà, d'avoir une bonne idée de ce qui va vous être présenté. Quand vous travaillez avec des recruteurs de cabinets de conseil et d'intermédiation comme nous, il faut demander le maximum d'informations. Qui on va rencontrer, combien il y a de personnes, est-ce que vous avez plus d'infos que la fiche de poste, et ainsi de suite. Parce qu'au plus vous en savez, au plus c'est clair, au moins ça fait peur, et au plus vous arrivez dans l'entretien à l'aise. Et ça, c'est hyper important. Et les questions, ça permet de finir. Des fois, quand on peut les poser avant même de démarrer sa présentation, c'est encore mieux. Souvent, les clients ou les recruteurs présentent d'abord le contexte, la mission, et ensuite ils vous disent, bon, allez, présentez-vous. Et après, est-ce que vous avez des questions? En fait, si vous pouvez poser des questions avant de vous présenter, ça vous permet d'orienter encore plus et d'appuyer en fonction de ce que vous avez compris des attentes. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre les attentes de la personne en face. Voilà, essayer de comprendre du mieux qu'on peut. Ouais. Et la prise de notes, maintenant l'écoute active, ça continue à fonctionner quand même aussi. Ça montre l'intérêt. La Pas prise de uniquement notes rester les mains dans les poches. Ouais, ça peut. En fait, la prise de notes en entretien, c'est bien. Ça permet déjà de mieux comprendre ce qu'on raconte, parce que des fois, on se perd un peu quand on pense à autre chose, quand les explications sont longues. Et puis surtout, ça permet de revenir derrière avec un petit mail. J'ai beaucoup apprécié ça et ça et ça de la mission, montrer qu'on comprend, qu'on percute ce qui est attendu. Et ça peut être très important. En tout cas, au moins l'écoute active, c'est le minimum, mais prise de notes, c'est jamais mal vu. Je te laisse aussi regarder les questions. Ce qui est très intéressant, aussi que tu as évoqué, mais qui doit être précisé, c'est que dans le poste du recruteur, le recruteur ne recrute pas forcément le meilleur candidat, mais c'est celui qui est le plus adapté pour le poste. Et c'est ça qui est. Il y a aussi une question de prise de risque. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prendre une Formule 1, certes, ça roule vite, mais ça demande des compétences pointues en conduite, et c'est difficile à régler. Et donc, parfois, vaut mieux un diesel, je ne parle pas d'environnement, mais en tout cas quelque chose de prévisible, qui va moins vite et qui est plus fiable. Et en fait, vous faites ce rôle de matching-là. Ça peut paraître parfois injuste. Moi, je dis tout le temps que je suis une marieuse. Pardon ? Je suis une marieuse. En fait, j'ai des critères d'un côté et je veux retrouver les mêmes critères de l'autre et faire en sorte que ça matche. Je veux pas le meilleur de son domaine. Je veux un mec tout à fait bon dans le domaine que moi je recherche. Et souvent, dans les métiers de l'informatique, ça devient de plus en plus précis. Au plus on cherche un senior, au plus c'est précis. Des fois, je cherche des développeurs BI qui ont une compétence toute particulière, qui en fait est vachement rare. Peut-être que les mecs qui font ça, ils sont beaucoup moins bons, mais ils doivent savoir faire ça et ils doivent savoir le faire tout de suite, parce qu'on n'a pas le temps de les payer pendant 2 mois, 3 mois, le temps qu'ils apprennent. Du coup, c'est tout simple. C'est vraiment, il faut matcher avec la fiche de poste. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à personnaliser un peu, avoir plein de moyens de présenter toujours de la bonne manière son expérience, de la manière qui correspond à ce qu'on cherche. Je reviens sur le message de Julien concernant... Donc, si j'ai bien compris, l'idée, c'est comment essayer de choper un entretien après une reconversion pro en mettant en avant un portfolio, c'est ça, en gros. Tac. Alors, moi, des fois, j'ai des consultants qui me font un dossier de compétences et qui, à la suite, dans le dossier, mettent des images du portfolio. Ça peut se faire. Parce que vu que c'est dans le CV, on le voit tout de suite. Après, je pense que un recruteur, il faut savoir que nous, on est dans le camp de nos consultants. Quand on parle de consulting, d'informatique, le premier appel, la personne qui recrute, si ce n'est pas le manager avec qui vous allez travailler,
lui est dans votre camp parce que lui, il fait bien son travail s'il trouve la bonne personne. Donc lui, il est là pour vous aider un petit peu à vous mettre en avant. Donc lui demander des infos et lui demander de regarder le portfolio ou en tout cas d'en parler, de le présenter, ça peut aider. Mais c'est vrai que ça ne vient pas naturellement. Après, pour avoir un entretien, il suffit d'avoir un CV qui match et un premier appel. Et après, sur l'échange, poser des questions, essayer de montrer que ça match. En fait, moi, ce que je conseillerais, c'est que souvent, il y a un premier appel avant l'entretien. Si vous avez ce premier appel, posez des questions avant de vous présenter pour être sûr de ne pas dire des choses éliminatoires, en fait. Commencez par poser des questions et une fois que vous avez compris ce qui est attendu, là, vous dites oui, je sais faire ça. Et là, vous avez l'entretien et vous pouvez vous vendre. Parce que souvent, on a ce premier appel avant le gros échange. Est-ce qu'il y a d'autres questions que je n'aurais pas vues ? Après, je reviens là, sur la partie prise de notes. Ou, voilà, des expériences d'entretien, il y a un peu de tout. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité absolue. Là, on a ton point de vue. Moi, je viens aussi avec ma propre expérience. Il y a des gens qui ont leur propre lubie personnelle ou leurs obsessions. Il faut surtout être à l'aise. Moi, je continue à penser qu'une prise de notes active, c'est-à-dire pas tout noter in extenso, mais en mode bullet point, les points importants, ne serait-ce que pour fixer sa pensée et la reformuler, c'est plutôt une marque d'intérêt qu'une marque de désintérêt. Si quelqu'un en face de moi me dit que c'est pas important, il parle de lui, il parle pas de moi, mais voilà, moi je continue à penser que c'est plutôt intéressant, plutôt que venir, voilà, mais c'est un avis personnel et donc voilà, on n'est pas on est là dans des approches de témoignage. C'est pas une science exacte. S'il y avait une science du recrutement, il y aurait des ouvrages pour ça et tout le monde trouverait des jobs tout de suite. Ouais. Mais voilà. Non, puis même, je pense que la prise de notes, globalement, quelqu'un qui demande d'arrêter de prendre des notes, c'est plus l'exception que la règle, en vrai. Et surtout s'il y a un deuxième entretien, parce que parfois il y a plusieurs entretiens, et on ne se souvient pas de tout, et ça permet de regarder à froid, de se refaire le film, et de mieux préparer le suivant. Moi, les questions classiques que je pose, c'est qu'est-ce que vous avez retenu du précédent entretien ? Totalement. Et tout de suite, ça évite, parfois ça évite le troisième entretien. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, non, ça c'est vrai que moi, pour le recrutement interne, quand je savais qu'il y avait mes collègues qui passaient derrière, souvent je les rappelais. Parce que moi, côté recrutement, mon but, c'était qu'ils soient pris quand je les validais. Donc souvent, je les rappelais avant l'entretien pour leur remettre un petit peu en mémoire tout ce qu'on s'était dit avant qu'ils passent le deuxième. Mais pas tous les recruteurs font ça, effectivement. Donc non, ça peut être bien. En tout cas, au moins de se rappeler clairement de ce qui a été dit. Après, c'est un peu le tirage au sort. Hein. Des fois, on va retrouver sur la personne qui dit pas de notes, écoutez-moi. Des fois, il y en a qui disent mais vous prenez pas de notes et qui mettent KO. Par exemple, nous, on travaille avec Total. Total, vous prenez pas de notes, vous n'êtes pas pris. Voilà, fin de l'histoire. Mais nous, on prévient les consultants avant parce qu'on le sait. Mais je sais pas pourquoi, chez eux, c'est comme ça, c'est obligatoire. Ouais. Enfin, c'est dur. Je sais pas pourquoi. Et pourtant, c'est pour des postes d'ingénieur où il n'y a pas grand-chose de différent ou de particulier à retenir, mais c'est comme ça. On a des clients comme ça, ouais. Nicolas, qui est généreux en question, précise sur la partie CV, si tu envoies un dossier de compétences à la place du CV, est-ce que tu intitules CV ou dossier de compétences ? Oui. Franchement, c'est pareil, je pense. Mais oui, CV ou dossier de compétences pour le nom du document ou dans le titre ? Dans le titre. Hein. Dans le titre, il vaut mieux mettre le nom du poste que tu vises, ouais. Okay. Le nom de poste visé, plutôt que marquer CV 2 ou dossier de compétences 2, moi je marquerais Florian, tech recruteur, quoi, en gros. Oui, parce que toi, tu ne fais pas de recherche de toute façon tu ne fais pas de contrôle F sur CV ou dossier de compétences. Tu fais sur une techno, sur un poste, un profil. Quoi. Ouais, totalement. Mais même quand je le faisais pour les commerciaux, moi, mes mots-clés, par exemple, je trouve que c'est assez généraliste. Quand je faisais des recherches pour les commerciaux, très arbitraire, mon ancien employeur voulait que des profils écoles de commerce. Donc, je mettais tous les noms de toutes les écoles de commerce. Donc, je mettais par exemple HEC ou ESSEC ou EDEC ou toute la liste de toutes les écoles de commerce. Et ensuite, donc, il fallait qu'il y ait une fois la mention de ces écoles-là, avec toutes les... Parce que des fois, il y a les acronymes et tout. Donc, j'avais tout mis. Et après, j'avais mis commercial ou chargé de clientèle ou tous les titres possibles du poste de commercial et prospection.
Donc, si j'avais un profil qui avait fait école de commerce et commercial, mais qui n'avait pas mis le mot-clé prospection, il ne sortait pas. Parce que nous, c'était très, très prospection, et dans les commerciaux, il fallait éliminer ceux qui ne veulent pas prendre le téléphone et appeler. Et en fait, il y avait plein de trucs comme ça, et ne ressortaient du coup en priorité que les CV qui étaient exactement le profil type qui était attendu. Je suis sûr que je suis passé à côté d'excellents commerciaux qui n'étaient pas le profil type. Mais tant pis pour mon patron, quoi. En gros, moi, c'était ma liste de prérequis, c'était école de commerce, truc un peu... Voilà. Donc, toujours de centrer pour nous épargner la lecture de 200 CV, en fait. On peut pas traiter 200 CV de la même manière, et donc on est obligé d'essayer en fait, on fait l'entonnoir, quoi. D'abord, on cherche précis, puis après, on élargit si on ne trouve pas. Voilà. Une question de Sabine sur est-ce que tu fais vraiment CTRL F ou est-ce que tu as des outils d'assistance de type IA un peu spécialisé C'est une bonne question. Non, en fait, c'est de la recherche booléenne. Donc, d'abord, moi, je tape dans ma barre de recherche pour faire ressortir les CV. Et après, je fais vraiment CTRL F. Après, non, on n'a pas de bot, on n'a pas d'outils IA, on lit tout. Moi, perso, dans les outils que j'utilise beaucoup ChatGPT, mais c'est plutôt pour la création des annonces, ce genre de choses, tout le rédactionnel, mais on n'a pas d'outils de lecture de CV. Par contre, on en avait un peu discuté pour préparer un peu l'échange de ce soir, mais effectivement, si vous mettez les logos pour les technologies, je sais que ça se fait beaucoup dans certains CV et tout sur les profils juniors, l'algo en fait, qui va ressortir les CV au nombre d'occurrences, il ne va pas les voir. Et donc, moi, ça ne va pas ressortir. Si je tape Java et qu'il y a le logo Java partout, il ne va pas ressortir. Donc, si vous voulez le mettre, écrivez-le en dessous. Écrivez-le en dessous du logo, comme ça, il ressort quand même. Mais ça, c'est pas de l'intelligence artificielle qui fait le tri pour nous ou autre, ou qui nous facilite la vie, c'est plus recherche par mots-clés, hein, tout simple. Tout simple. Je pense que pour le recrutement, on est beaucoup dans l'humain quand même, et dans l'interprétation, donc les IA, elles ont encore beaucoup de mal. Hein. À mon avis, ça va prendre un peu de temps avant que ce soit complètement automatisé, le tri des CV. Les recruteurs, ils ont toujours peur de passer à côté du CV pépite qui n'aura pas été vu, et du coup, ça devient un peu une angoisse. Il y a une question qui est pas mal revenue là. Ouais. Ici, est-ce qu'il y a des employeurs qui sont encore à la recherche de dev en full remote, puisqu'apparemment ça disparaît? Ouais, c'est une bonne question. Non, ça existe encore, mais c'est de plus en plus rare. Parce que, en général, ils aiment moyen. Donc, quand ils peuvent visiter, ils évitent. En fait, le full remote, globalement, ça marche. Mais si vous êtes le seul en France à pouvoir faire ce que vous faites, en fait. S'il n'y a personne d'autre, s'il n'y a pas d'autre choix, ils vont l'accorder systématiquement parce qu'ils ont besoin de la ressource, ils ont besoin d'une personne. Sinon, c'est vraiment à l'appréciation de la boîte et du manager. En gros, il y a des managers qui eux-mêmes sont flexibles et donc sont plutôt flexibles dans leurs équipes. Et d'autres qui sont plus rigides, qui aiment voir les personnes, qui aiment le management de proximité. En fait, un manager, s'il ne vous voit jamais, peut-être qu'il va voir le rendu de votre travail qui est bien, mais il ne va pas savoir si vous allez bien ou si vous n'allez pas bien. Et du coup, ça ne l'aide pas à diriger son équipe. Et donc, ils ne sont pas très chauds du full remote. Donc, de plus en plus, ils demandent au moins de venir 2-3 jours par semaine. Ça, c'est ce qu'on voit systématiquement. Et moi, j'ai beaucoup le cas de consultants qui disent « Ah ouais, mais moi, j'habite un peu loin, donc faire le trajet, c'est pénible. Est-ce que je ne peux pas venir une semaine sur 2 plutôt? Je reste plus longtemps, mais je fais moins d'aller-retour. » Et maintenant, on a le problème de 2 jours par semaine, c'est démocratisé. Donc, même si toi, tu es là une semaine, tu vas voir les gens que 3 jours et le reste du temps, tu vas être tout seul au bureau. Quoi. Et donc, ça existe encore, ça se trouve, mais c'est un peu rare quand même. C'est de plus en plus rare. Ça, on va dire que les gens reviennent au bureau. Par contre, plus de 4 jours par semaine, c'est dur. Pour les employeurs aujourd'hui, de trouver quelqu'un qui accepte plus de 4 jours de présentiel, c'est dur. Donc, en moyenne, c'est 3 jours. 3 jours de présentiel par semaine, ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Et full remote, il faut brader ses prix, en fait, en full remote. Si on a l'occasion d'avoir un profil qui est extrêmement bon, qui colle hyper bien, mais qui va baisser de 20% son salaire juste pour être en full remote, là, ça s'envisage parce que ça permet à des clients d'avoir quelqu'un moins cher qui est meilleur. Mais c'est une question de confiance aussi. Il y a une question qu'on avait évoquée aussi en préparation sur l'état des budgets. Ce que je te propose, hein, j'acquiesce ce que dit John, c'est qu'il y a des boîtes effectivement qui existent en full remote. Et donc, vous pouvez aussi les cibler. O'Clock ne recrute pas en ce moment, mais O'Clock notamment est en full remote.
Et sinon, Simon voulait qu'on parle un peu de l'état du marché, ce qu'il y a sur le dev, et sur cette fin d'année, début 2025, les tendances aussi par rapport à 2023, en tout cas celle que tu constates avec le nez sur le marché, donc avec une appréciation tout à fait personnelle, mais par rapport aux tendances que tu peux constater directement. Alors, pour répondre, déjà là, pour le coup, ça fait beaucoup trop longtemps que j'ai le nez que dans le freelance. Donc, je ne pourrais pas répondre sur le marché en CDI, je ne sais pas. Pour tout ce qui est poste en CDI, je ne sais pas. Mais pour tout ce qui touche au conseil, donc au freelancing, aux boîtes, les ESN et tout ça, franchement, le mois de septembre n'a pas été bon pour tout le monde. Il y avait beaucoup de candidats et il y avait enfin, il y avait autant de missions que d'habitude, mais il y avait beaucoup plus de candidats disponibles. Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, la loi du marché, les prix baissent. Et donc, pour les consultants, c'est soit accepter d'être payé un peu moins cher que d'habitude, soit attendre que ça passe. C'est remonté là sur fin octobre. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais il y a eu une baisse en septembre, alors que d'habitude, la rentrée, c'est un moment fort. Et là, ça n'a pas été un moment top. Par contre, souvent, il y a ce truc aussi de quand on approche de la fin de l'année, on est sur la fin des budgets. Et donc, des fois, il y a des clients qui ne veulent pas recruter parce qu'ils attendent janvier, parce qu'ils ne veulent pas faire venir quelqu'un en décembre et devoir en janvier, budget fermé, le faire partir. Donc, je pense que vu qu'il n'y a pas eu un mois de septembre très, très élevé, à mon avis, en janvier, ça va repartir à fond. Après, on verra, ça va, ça vient. Des fois, il y a des périodes, ça dépend de l'activité des entreprises, du contexte politique et tout ça. Mais ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a de plus en plus. Moi aussi, je vois beaucoup de consultants en recherche par rapport au nombre de missions. Ça implique une compétition un peu plus rude et un côté un peu plus incertain aussi. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire. En fait, c'est une question de volume. Il faut y aller, essayer de se rendre visite de partout, de faire des entretiens. En fait, faut viser le volume. En fait, peut-être qu'il y aura 5-6 entretiens au lieu de 3 en fait, pour trouver un poste, entre guillemets, mais les consultants finissent par trouver. C'est juste que ça prend plus de temps. Ouais. Ouais, et juste aussi après, ouais, juste dans les statistiques que j'ai pu voir, notamment chez Numéum, les créations nettes d'emplois sont moins importantes, mais il y a beaucoup de turnover. Donc en fait, ça libère aussi des places et parce que les gens bougent beaucoup. Donc ça prend plus de temps. Et il faut effectivement se battre. Le rapport de force a un petit peu bougé. Donc, on recrute plus les développeurs à l'appel et on attend un petit peu plus. Là, on commence à jouer pas mal les arrêts de jeu. Ce que je te propose, déjà, je te remercie et je vous remercie chaleureusement pour. Il y a plein voilà, de petites astuces vraiment très, très sympas et très chouettes, hein, notamment sur le nom des technos. C'est vrai qu'on a envie de mettre des logos parce que ça fait joli, mais il faut mettre le nom. Voilà. Et par rapport aux astuces qui seraient données de mettre en transparent ou en blanc sur fond blanc, ça marche pas. Il y en a d'autres qui ont déjà testé et franchement, Ouais, vaut mieux éviter. Voilà. Ça, c'est c'est pas la bonne astuce. ouais, Faut le mettre en noir sur fond blanc et ça marche. Et donc, il faut bien mettre les technos et rien que ça, ne serait-ce c'est une super astuce. C'est moins joli, mais c'est plus efficace. Et donc, et il y avait plein de choses très, très intéressantes que tu as évoquées. Et tu as préparé une belle planche quand même sur C'est quoi Cherry Pick. Et je pense que ce serait dommage de ne pas conclure là-dessus et de faire la ouais. synthèse. Allez, je fais un petit résumé de qui on est. Nous, Cherry Pick, en gros, globalement, on a pour vocation de start-upiser le milieu du conseil. Donc, l'idée, c'est qu'on est une plateforme d'intermédiation. Donc, les freelances ou les personnes qui cherchent des missions en freelance viennent s'inscrire. Et les clients nous sollicitent quand ils recherchent un freelance pour une de leurs missions. Globalement, on travaille beaucoup sur des missions de prestation, donc c'est des missions temps plein et longues. On n'est pas sur l'image du freelancing où on va faire un jour par semaine par-ci, un jour par semaine par-là, travailler 3 semaines et chercher un nouveau client tout le temps. Là, on est quand même sur des missions assez stables, assez longues, tout simplement parce que nous, placer quelqu'un qui reste 2 semaines en mission ou quelqu'un qui reste 2 ans, ça nous prend autant de temps, mais ça nous rapporte beaucoup. Hein. Donc, beaucoup de missions longues, beaucoup de missions stables. Ça se démocratise énormément dans la IT, dans le milieu du c'est de plus en plus à la mode, on va dire, et puis les clients s'y sont faits. Avant, ils avaient un peu des réticences, mais maintenant, ils s'y sont faits. Donc, moi, je vous conseille le freelancing dès que vous avez suffisamment d'expérience pour réussir à trouver une mission. Souvent, sur les profils juniors, c'est plus rare, mais dès qu'on a 3-5 ans d'expérience, ça peut être cool si vous avez l'occasion de basculer freelance. Vous gagnerez mieux votre vie, vous aurez exactement les mêmes postes, dans les mêmes équipes que les gens qui sont en CDI.
Et voilà, nous, on travaille avec des tas de clients dans les médias, TF1, Canal+, dans la grande distrib, Intermarché, Auchan, beaucoup de retail, Decathlon, Etam, un peu de tout dans les transports, dans plein de sujets. Donc, en gros, tous les gros clients que vous connaissez et qui ont une DSI en France, on peut bosser avec eux. Donc voilà, avec plaisir de voir un peu s'il y a des profils qui cherchent une mission freelance, de voir si on peut vous proposer des choses, quoi. Et Voilà. effectivement, ce sera le mot de la fin parce que dans le fil de discussion, il y a des gens qui demandaient s'ils pouvaient envoyer leur CV. Et s'ils ont bien écouté, de toute façon, ne pas hésiter d'harceler gentiment les recruteurs. Et ça peut être une stratégie aussi, même si vous cherchez un CDI en sortie de formation, quand tu disais tout à l'heure de s'inscrire partout, eh bien en fait, pour éviter la latence, parce que vous pouvez aussi vous inscrire ponctuellement, si financièrement, économiquement, vous pouvez, comme freelance, comme auto-entrepreneur dans un premier temps, parce qu'il y a quand même des seuils qui sont, je ne vais pas dire très élevés, mais qui permettent quand même de voir venir, et de continuer par ailleurs de postuler, sachant qu'il faut être clean aussi sur ces missions, parce que c'est un monde petit et la réputation professionnelle, ça met longtemps à s'acquérir et ça part vite en cacahuète. Et en fait, le recours à une plateforme comme Cherrypick, ça peut être une stratégie pour trouver ses premières missions. Il faut juste être transparent avec le recruteur pour dire, voilà, moi je m'inscris dans des missions de 3 mois, 6 mois, 1 an, et pas forcément plus. Comme ça, il n'y a pas de mécompréhension d'un côté, mais clairement, c'est pour ça aussi qu'on a décidé de faire cet Happy Hour. C'est clairement que ça peut être une opportunité pour des gens qui sortent de formations comme les nôtres, pour trouver, pour mettre le pied à l'étrier. Après, voilà, il y a le hasard du marché et de la rencontre. Et dans ton rôle de marieur, ou dans votre rôle de marieur, il faut un petit peu de chance, mais celle-ci se provoque. Ouais, tout à fait. Et puis même si vous ne collez pas forcément à un poste idéal, moi j'ai tendance à me bagarrer pour essayer de trouver la mission qui colle quand un profil est bon. Donc il faut pas hésiter à se mettre les recruteurs dans la poche, à les ajouter sur LinkedIn. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Et j'ai un dernier petit conseil à vous donner, surtout s'il y a des profils qui cherchent une première mission après une réinsertion ou un premier poste. Si vous êtes contacté par des ESN qui veulent vous recruter sur profil, faites attention à ce qu'ils aient vraiment des missions à vous proposer. Essayez de bien vous renseigner parce que ça, c'est un peu le piège aussi. Début de mission, vous rentrez sur profil dans une ESN et pendant 6 mois, vous attendez qu'ils vous trouvent quelque chose. Et là, on a un trou de 6 mois en sortie d'école, pour le coup. Donc ça, voilà, ça peut être... et après, fin de PE, quoi. Donc voilà, dernier petit conseil. Très bon conseil, ça valait la peine de rester jusqu'au bout. Merci à tous, je vais couper l'enregistrement et je vous dis à la semaine prochaine avec Aline. Ça va être super intéressant. Merci beaucoup, bonne soirée.